Bonjour, ça marche, c'est merveilleux. Bonjour à tous. Et alors, effectivement, je représente la société Rolls-Royce, motoriste de yacht, pas que yacht, on fait aussi de l'application générateur et locomotive, mais principalement dans le yacht. On a déjà mis en place depuis un certain nombre d'années chez Rolls-Royce. La première étape a été il y a une vingtaine d'années de mettre en place un système de remanufacture des principaux composants, type culasse, injecteur par exemple, qui permet d'éviter d'utiliser de nouveau de la matière première et qui évite aussi des déchets. Et ça fait déjà plus de 20 ans que ça existe par exemple chez Rolls-Royce. Est-ce qu'il y a une mesure de cet impact? Est-ce qu'on sait aujourd'hui quelles sont les économies qui sont faites en matière de gaz à effet de serre, en matière de consommation? Alors, j'ai pas les chiffres exactement en tête, mais on sait que ça a un impact important, puisque du coup, ça évite d'utiliser de nouvelles matières. Et du coup, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. Donc, ça existe depuis plus de 20 ans, mais c'est en train d'augmenter de plus en plus, parce qu'effectivement, on se rend compte que ça fait aussi partie de nos obligations. Ça, c'était le premier point. Un virage, forcément, a été pris depuis ces 5-6 dernières années. On en a tous parlé depuis le début. Et aujourd'hui, les moteurs, ok, on est taxé de pollueurs. De nouvelles inventions, mais après, M. Falaise en parlera beaucoup mieux que moi, type HVO, donc nouveau combustible beaucoup plus propre, avec beaucoup moins d'émissions, notamment de CO2, de NOx, et qui est en train de se développer. Nos moteurs ont quasiment tous été agréés pour ce nouveau biocarburant. Ça, c'est le deuxième point qu'on a pu mettre en place. D'autres choses sont en cours d'évolution. L'objectif que s'est fixé Rolls-Royce, c'est moins 35% d'émissions d'ici 2030 et tendre vers un net zéro d'ici 2050. Alors effectivement, ça peut paraître ambitieux et ça l'est, il faut en être conscient. C'est compliqué, on ne peut pas tout changer comme ça du jour au lendemain. Pour les moteurs qui existent à aujourd'hui, à part passer à du biocarburant, il n'y a pas d'autres méthodes qui existent. Les nouveaux moteurs qui sont en cours de construction sont équipés de filtres à particules, comme vous avez sur les voitures par exemple, mais ça, c'est pas adaptable sur les moteurs qui existent et sur la flotte existante à aujourd'hui. Justement, s'il y avait une comparaison à faire, on va aussi vite, plus vite que dans l'industrie automobile aujourd'hui, dans les moteurs pour le yachting? On va dire aussi vite qu'on le peut et aussi vite que les voitures. Certaines choses ne sont pas applicables dans le yacht comme on peut avoir sur les voitures et sont beaucoup plus compliquées sur le yacht. On va avoir par exemple un problème d'espace parce qu'effectivement là on est en train de mettre en place des moteurs hybrides comme on peut avoir sur les voitures mais qui imposent d'avoir beaucoup plus de place en salle machine qu'on a aujourd'hui. Et ce qui veut dire que les propriétaires doivent faire un peu de concession aussi. C'est pas que de notre côté, hein, il faut une prise de conscience aussi beaucoup plus générale. Nous, on fait des efforts, mais il va falloir qu'on fasse aussi des efforts en matière de yacht, par exemple, sur la taille de la master bedroom, du salon, parce qu'il va falloir un peu plus de place en salle machine pour pouvoir installer ces nouvelles technologies qui existent. Donc, à savoir notamment les moteurs hybrides qui permettent un démarrage électrique dans le port, donc pas de fumée, pas d'émissions, on ne va pas polluer tout le quai. Et puis quand on est à l'ancre aussi, par exemple, de pouvoir bouger le bateau simplement avec de l'électrique et non plus du diesel. On reviendra sur quelques questions transversales pour tout le monde. Eva Fétis, vous venez, je l'ai dit, l'entreprise est basée à Nantes, mais c'est une entreprise internationale. Le sentiment que j'ai en ayant travaillé un peu cette question-là avec les organisateurs, c'est que vous êtes une entreprise qui est amenée à évoluer aujourd'hui. Vos métiers ne sont pas les mêmes qu'il y a quelques années, c'est une entreprise familiale, je le disais. Aujourd'hui, vous êtes au centre de cette transformation énergétique, industrielle. Comment est-ce que vous le vivez et quels sont les grands axes que vous faites prendre à l'entreprise? Bonjour à toutes et tous. En effet, le siège de l'entreprise familiale et indépendante est à Nantes, mais moi j'habite en région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Donc la région sud, c'est ma région de cœur. Voilà. Et par ailleurs, on est implanté à La Ciotat, dans le Yachting Village, et on est implanté à Vitrolles aussi, où on a donc 2 sites dans la région. En effet, on est originaire du métier du moteur thermique. On est motoriste à l'origine. On travaille dans les métiers de l'hydraulique, de la mécanique, et depuis une dizaine d'années, en tant qu'entrepreneur, on s'est dit c'est quoi l'avenir pour notre groupe, où on a encore à l'époque, on avait 80%, un peu plus de notre chiffre d'affaires qui était autour du moteur thermique. Et donc là, il faut opérer une bascule avec beaucoup d'inconnus au niveau technologique, et on a fait le pari, en tant qu'entrepreneur, d'investir dans l'innovation technologique, avec l'hybridation, avec l'électrification, avec l'hydrogène. Premier exemple qu'on a fait, c'est l'éléphant de Nantes. Peut-être certains connaissent Nantes. Il y a un bel éléphant, allez le voir. Il est hybridé depuis un certain nombre d'années et on s'est testé. Dans la région, très récemment, on a des demandes pour des événements locaux pour électrifier un certain nombre de machines. Voilà, notre métier aujourd'hui, c'est vraiment d'accompagner les utilisateurs, les clients finaux, mais aussi les constructeurs, que ce soit des bateaux, mais aussi des engins de manutention, des engins de levage, pour passer du full diesel à l'électrique ou à l'hydrogène. On a par exemple réalisé le premier chariot Manitou, pour l'entreprise Manitou, à hydrogène. On travaille actuellement sur la construction d'un yacht d'une quarantaine de mètres avec notre partenaire EODev qui va fonctionner complètement à l'hydrogène avec 200 kg d'hydrogène embarqué à bord. C'est des défis technologiques très pointus et on a la chance d'avoir des experts chez nous, dans notre entreprise, en France. Et je pense que vraiment pour l'avenir, on a parlé du refit et je pense qu'il faut parler du rétrofit aussi. Tous ces yachts qui continuent d'être produits en masse, on l'a dit, il y a une augmentation très importante du nombre de yachts. Qu'est-ce qu'on va en faire demain? Donc les constructeurs de yachts étrangers vont certainement apporter des solutions et on est sollicité par un certain nombre, mais il y a aussi comment on va rétrofiter. Et là, la filière du refit doit, à mon avis, se rassembler, et c'est ce qu'on essaye de faire au sein du Riviera Yachting Network, pour échanger et se dire c'est quoi les solutions concrètes qu'on apporte. Et une des solutions assez abordables, c'est peut-être la partie énergie à bord. Vous savez, 80% de l'énergie, c'est les groupes électrogènes, c'est pour le catering. Donc ces navires, en fait, ils consomment plus quand ils sont, on va dire, à l'arrêt que quand ils circulent. Ils sont beaucoup plus souvent à l'arrêt qu'en voyage. Et ils consomment plus. Et ils consomment. Donc intéressons-nous peut-être aux groupes électrogènes pour les décarboner, pour aller sur des choses hydrogènes. Mais là, il faut construire la filière. Et nous, tout seuls, avec notre expertise sur la pile à hydrogène, sur les batteries, etc., on ne peut rien faire. On a besoin des chantiers, on a besoin de l'hydrogène, il faut qu'il soit produit vert de préférence, et qu'il soit acheminé jusqu'au port, que le port accueille cet hydrogène, le stocke, et puisse le distribuer. Voilà, c'est toute cette chaîne qu'il faut. Et pour ça, il faut se mettre autour de la table et il faut travailler ensemble. Super, alors on va parler de ces nouveaux carburants aussi, et puis on reviendra de toute façon en faisant un ou deux derniers tours de table avec l'ensemble des participants. Philippe, vous êtes gérant de Falaise Énergie Alternative, vous êtes très visible sur le quai aujourd'hui. Alors qu'est-ce que vous démontrez, qu'est-ce que vous présentez, et quelles sont aujourd'hui les solutions que vous pouvez avoir en matière de nouveaux carburants et de nouveaux modes de propulsion? Bonjour à tous. Avec mon frère, nous gérons plusieurs entreprises qui transportent de l'énergie. Ça fait près de 60 ans que notre famille fait ce métier, de fournir de l'énergie à nos clients. On a des clients qui sont ici, que nous livrons depuis plus de 55 ans. Notre métier, on a compris depuis une dizaine d'années qu'il devait changer. L'impact de l'usage des produits fossiles est négatif pour notre environnement. Là-dedans, nous avons réorienté notre société vers des produits décarbonés et vers des produits d'avenir que sont l'hydrogène. Le président Muselier l'a bien compris, il faut décarboner, mais il faut gérer le temps. Et le temps, c'est l'immédiateté de trouver des solutions. Il y a des solutions qu'on doit trouver aujourd'hui et il faut mettre en place des solutions pour demain. L'électrification des quais pour
certains usages des bateaux, ça permet tout de suite, aujourd'hui, d'arrêter des rejets de polluants, de CO2 sur l'environnement local. C'est dans le même état d'esprit que nous orientons vers les HVO, des XTS, c'est-à-dire des produits d'origine d'huile usagée qui ont été transformés dans une bioraffinerie et qui permet de donner du gasoil, qui permet immédiatement de décarboner jusqu'à 90% de CO2 en moins, de rejeter jusqu'à 60% de fumée et de particules en moins pour des navires qui existent et qu'on ne pourra pas rétrofiter tout de suite. Et donc ce que vous présentez là, c'est quelque chose qui peut être présent sur les ports et où les navires peuvent se brancher pour utiliser ce diesel de meilleure qualité. Ce biocarburant de deuxième génération permet immédiatement, on peut le mettre, comme Nathalie l'a dit, en lieu et place, il est totalement miscible au gasoil, il est biodégradable, c'est-à-dire que s'il en tombe dans l'eau, l'impact est totalement différent par rapport au gasoil, et l'effet est immédiat, mais c'est une solution transitoire. La vraie solution, c'est l'hydrogène. Alors l'hydrogène, il faut bien commencer. Aujourd'hui, la solution, Chloé nous en parlera, c'est l'hydrogène gazeux, haute pression. Un hydrogène où on aura des véhicules qui le transportera à 500 bars de pression. Donc il faut que les ports nous laissent de l'espace pour qu'on puisse avitailler les navires qui seront à cet hydrogène. Il faut faire évoluer la réglementation, mais il faut quand même y aller. La décarbonation, elle doit avoir un axe, c'est-à-dire la massification de l'énergie. L'énergie, qu'elle soit électrique, nucléaire ou pétrolière ou au niveau du gaz, on parle de massification. L'avantage de l'hydrogène, c'est qu'on peut installer une unité de fabrication sur notre territoire. Et après, le transport, c'est des vrais défis aussi. Comme, stockage et transport, oui. Le stockage et transport, c'est des vrais défis. Il y a des évolutions qui vont arriver dans les 5 à 10 ans, qui vont permettre, pour toute nouvelle construction, d'avoir un usage avec une base à l'hydrogène. Et notamment dans notre région, puisque c'est une filière évidemment qui est très défendue, celle de l'hydrogène et de l'hydrogène vert en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors justement, Chloé, donc directrice et fondatrice d'Innovayacht, pas très loin d'ici, de toute façon on est sur des endroits ici qui ont aujourd'hui un très fort marquage hydrogène. Alors il y a Innovayacht, il y a aussi une autre structure, donc peut-être que tu peux nous en dire quelques mots, et puis nous dire aussi comment tout cela peut s'articuler, et va s'articuler avec un événement dont on n'a peut-être pas encore tout à fait parlé, mais qui est les Jeux Olympiques qui arrivent dans un an, donc avec peut-être aussi une façon d'accélérer la communication autour de l'hydrogène. Ok, merci Yves pour ce teasing. Bon, promis, j'entends les ventres gargouiller, on va faire vite. Merci déjà de nous recevoir, merci d'être à l'initiative de cet événement. Merci Fabien et Laurent pour nous avoir permis d'être là sur ce plateau aujourd'hui. Je pourrais remercier beaucoup de gens ici. Évidemment, la région, je dis la région, mais le président est concerné directement puisque je le regarde droit dans les yeux pour tout te dire. Donc aujourd'hui, j'ai entendu parler de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de mots qui ressortent. Exemplarité, on est sur durabilité, on est sur proactivité. On doit avoir une cope d'avance. Je crois que c'est un peu la thématique aujourd'hui. Par contre, c'est vrai qu'il y a toujours un petit décalage de temporalité. Et c'est vrai que moi j'aimerais parler de zéro compromis et pas uniquement de transition énergétique. Alors je ne pense pas qu'on détienne la solution, mais en tout cas on a une solution qui est adaptée à nos usages. Et ça c'est une certitude puisque c'est avec tous ces composants qu'on en est arrivé à cette conclusion. Je reviens rapidement sur l'histoire. Donc moi je suis capitaine de bateau, j'ai une société familiale qui opère dans le parc national des Calanques, donc que vous connaissez peut-être pour la plupart. Donc mon objectif était de pouvoir préserver ce métier que j'adore, évidemment. Donc concilier, on a parlé de passion aussi aujourd'hui, concilier cet amour que j'ai de la mer et de mon métier, et en même temps cet environnement dans lequel j'évolue qui est fragile, et ça c'est une certitude. Donc j'avais envie d'aller vers une solution qui soit zéro compromis. Donc je ne suis pas allée vers une solution hybride, mais hydrogène, ou électro-hydrogène, puisque majoritairement hydrogène dans notre cas. Donc là, aujourd'hui, on a sorti un premier bateau. Je pense qu'il y a beaucoup d'autorités portuaires ou de gens qui ont œuvré à nos côtés, notamment le Yacht Club de Monaco qui nous a accueillis par notre sea show. Bernard, merci encore pour ton soutien de la première heure.
Donc on a fait un sea show entre Marseille et La Ciotat il y a plus de 2 ans. Renaud, vous étiez aussi sur le bateau dans la rade de Toulon. Donc on a montré que cette solution, elle était mature, qu'elle fonctionnait, qu'elle était prête pour être délivrée tout de suite sur le marché. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, bon, l'infrastructure, Évrard, je te rejoins. Hein. Franchement, on m'a servi beaucoup de choses sur un plateau, j'ai plus qu'à conclure presque aujourd'hui. Hein. C'est la chaîne de valeur. Comment je produis mon hydrogène, est-ce qu'il est vert, comment je l'achemine, comment je le stocke, comment je fais mon avitaillement. C'est pour ça qu'on a créé une solution globale qui s'appelle Ephira. Donc Ephira, c'est une nymphe de la mythologie grecque bienfaisante qui protège les mers et les océans. Et je crois qu'on est plus que dans la thématique, puisqu'en région sud, c'est quelque chose qui est relativement ancré dans l'initiative. C'est vraiment toutes les interventions qu'on a eues ce matin. On est dans cette dynamique de préservation. Donc Ephira, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Ce sont des bateaux hydrogène produits par le chantier Innova. Donc Innova est le chantier exclusif de Ephira. Une solution d'avitaillement. On produit l'hydrogène directement sur place. Ça se matérialise par un container de 20 pieds qui ne nécessite pas de génie civil. Je vois déjà les affaires maritimes, mais comment ça marche? Voilà, ça ne nécessite pas de génie civil. On est sous tous les seuils ICPE et autres réglementations qui existent aujourd'hui en France. On produit donc en fonction de nos usages, on ne produit que ce dont on a besoin. On ne devient pas la station portuaire d'hydrogène pour tel port ou tel port. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les usages aujourd'hui. En tout cas, on préempte le marché, on montre que ça fonctionne et on montre l'exemple. On est made in France, il ne faut pas l'oublier. Merci à la Ciotat Shipyard, Philippe, encore de ta confiance depuis la première heure. On rentre maintenant en phase d'industrialisation. Bon, et Yves, tiens un petit peu, voilà, on a un petit teaser. On a un sujet avec les JO. Renaud, si vous le permettez, j'aurai 2 mots à vous dire un petit peu plus tard. On a les JO qui arrivent, on doit avoir des bateaux pour les JO, à Paris et à Marseille. On a des sujets qui sont sur le feu. On ne peut pas encore discuter de tout là en public. Mais en tout cas, on a une ouverture là, concrète qui sont les JO. On a l'occasion de montrer ce qu'on sait faire, notre savoir-faire. On a une solution qui est unique au monde et qui fait qu'on maîtrise notre propre écosystème et on est prêt maintenant, pas demain, pas dans 10 ans, pas... C'est maintenant et c'est zéro compromis. Je vais vous donner juste un petit exemple. On répond actuellement à Saint-Tropez, dans le golfe de Saint-Tropez, il y a un AMI qui est sorti pour une plateforme hydrogène. On répond, c'est-à-dire que le gros énergéticien qui est sur la plateforme demande à ce qu'on réponde avec lui. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que lui, il n'est pas adapté, sa solution n'est pas adaptée pour la plaisance et la plaisance commerciale. C'est-à-dire que même les gros énergéticiens se rendent compte qu'on est la solution d'aujourd'hui pour pouvoir mettre de l'hydrogène dans les ports de plaisance. Et puis vu qu'on est dans une... J'aime bien toujours ce format de table ronde. Pour moi, il y a toujours un call to action. Si je peux me permettre, aujourd'hui, je pense que c'est le moment aussi de parler de ça. Notre première barrière à l'entrée aujourd'hui, c'est quoi? C'est le domaine portuaire. On a une solution qui fonctionne. On a un business plan qui est bien pensé, etc. On a besoin de vous, les autorités portuaires, de nous aider à nous ouvrir vos portes. Parce qu'on doit venir installer ces stations. On a entendu tout à l'heure le maire d'Antibes dire on est exemplaire, on est innovant, etc. Eh bien, permettez-nous de venir plugger notre situation, notre écosystème global dans les ports. Parce que c'est comme ça qu'on va montrer l'exemple, c'est comme ça qu'on va briller à l'international, et c'est comme ça qu'on va créer un maillage de la plaisance zéro émission. Et alors justement, le phasage de cette reconversion en quelque sorte des ports, donc du fait qu'il y a des gens qui vont devoir peut-être changer un peu de métier, évoluer, qu'il y a des équipements qu'il va falloir, même s'ils ne sont pas des équipements classés, il va falloir quand même les installer et tout, etc. Quel est le délai que ça peut prendre? Là, c'est une question que je vous pose un peu à tous, et puis peut-être même nous dire aussi comment ça peut se passer en Espagne, hein, comment les ports espagnols évoluent par rapport à ces utilisations des nouvelles énergies. Alors, j'y reste. Alors, l'évolution, pour moi, il y a toujours cet enjeu de temporalité. Quand votre survie, ce qui est notre cas, dépend chaque jour de l'évolution de sa réglementation, croyez-moi que vous avez la rage d'avancer. Donc moi, dans mon cas, et on avance, c'est la preuve, hein, je pense qu'aujourd'hui, tous ceux qui nous ont aidés de près ou de loin dans ce projet, on peut faire avancer les choses, mais on a besoin de concret. Nous sommes le concret, la concrétisation. On n'est pas en 3D, on n'est pas sur une version... un peu farfelu d'un projet qui pourrait un jour voir le jour d'ailleurs. Non, on est sur du concret et là pour moi c'est... Donc c'est long, les réglementations maritimes tardent à arriver aussi, donc pareil, hein, côté réglementaire, bon voilà, je discute déjà avec beaucoup d'entre vous aujourd'hui, mais pareil, niveau préfecture, il y a
Il y a des trous dans la raquette, clairement, et personne ne sait quoi faire. Et du coup, les autorités portuaires ne veulent pas se mouiller. Et là, il y a un vrai décalage. Et je mets vraiment... Les politiques sont là, mais l'administration, aujourd'hui, elle ne suit pas toujours. Et Evrard, vous avez ce sentiment-là aussi aujourd'hui qu'il faut faire évoluer les choses, en sachant que quand même, sur la littérature, si on dit aujourd'hui, il y a des enjeux, il y en a toujours eu de sécurité sur l'hydrogène. Il est donc normal aussi que les autorités ne foncent pas forcément complètement dans cette direction-là. Bien évidemment, c'est légitime que ça prenne du temps. C'est légitime qu'en tant qu'entrepreneur, on soit là aussi pour bouger les lignes. Moi, je suis peut-être un peu plus prudent. Je pense que l'hydrogène, notamment, va prendre encore du temps. Il y a des contraintes, on a parlé de l'acheminement, de la haute pression, etc. Donc l'idée de Chloé d'avoir une solution autonome locale est intéressante, puisque la chaîne de valeur, la mise en œuvre de la chaîne de valeur va encore prendre du temps. Et c'est pas un problème de compétences. Il y a quelques verrous technologiques, et il y a aussi des verrous réglementaires. Et là il faut vraiment qu'on les travaille. On voit que dans l'automobile, parce que nous, on n'est pas que dans le maritime, on est dans le poids lourd, on est dans les engins portuaires, les grues, les chariots élévateurs, les engins de levage, les engins de construction. Eh bien, on voit que les choses avancent. Donc, il y a vraiment tous les moyens pour y arriver. Il faut aussi, je pense que cet après-midi, on parlera de compétences et de formation. Exactement. Et c'est un vrai défi, puisqu'on a un déficit partout de compétences. Et là, sur ces nouvelles filières, c'est peut-être l'occasion aussi d'attirer des jeunes. Mais il faut là aussi la filière de formation pour que nos propres équipes puissent répondre aux besoins. Parce qu'une fois que c'est installé, il faut le maintenir, il faut que ça fonctionne, il faut l'entretenir, il faut le faire durer. Et ça, c'est notre rôle, mais on a besoin de gens compétents dans le domaine. Donc c'est tout ça qu'il faut mettre en œuvre. Et Nathalie, c'est une question aussi de mix énergétique. Vous avez parlé d'hybride tout à l'heure. Hein. C'était une question que vous avez. Vous avez parlé de la place que les moteurs prenaient dans les bâtiments désormais. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui plusieurs solutions plutôt qu'une seule ? Oui, il y a effectivement plusieurs solutions et on le voit. Depuis ce matin, on a entendu différentes propositions. Et moi, je rejoins tout à fait ce que disait Evrard, c'est qu'il faut aussi que globalement tout puisse se mettre en place. Et ça va prendre du temps. Malheureusement, à aujourd'hui, quand vous avez un bateau équipé de diesel, vous êtes sûr de pouvoir vous avitailler dans n'importe quel port. Demain, si moi je vous mets à disposition 1000 moteurs d'hydrogène, ok, c'est bien beau, on part d'un point A où il va y avoir de l'avitaillement d'hydrogène, il va arriver à un point B, et il fait comment ? Il n'y en a pas, parce que c'est pas équipé. On a eu le même problème avec l'électrique au tout départ, où il n'y avait pas des bornes de recharge partout. À aujourd'hui, on a tous vu que ça a pris du temps, mais on a effectivement beaucoup plus de bornes de recharge. Et on va avoir exactement le même problème. On peut changer et diversifier les différentes possibilités techniques de motorisation, mais on va avoir le problème qu'il faut que toute la chaîne puisse se mettre en branle et pouvoir que tout ça s'harmonise. Philippe, vous avez repris le micro ? Oui, j'ai repris le micro. Juste pour vous expliquer, lorsqu'on fait un avitaillement en gasoil, on transfère une énergie, un produit à 8 bars de pression. Lorsqu'on est à l'hydrogène, on part à 500 bars de pression. Donc vous comprenez bien qu'il y a un monde entre les deux et il y a des règles de prudence à faire. Ce qui va se passer sur l'hydrogène, il y a encore des verrous technologiques qui vont permettre demain de bloquer de l'hydrogène dans un liquide qui nous permettra de faire notre métier dans les mêmes conditions avec zéro risque. Et là, lorsqu'on arrivera à ce schéma, l'hydrogène permettra de se développer et on le trouvera dans tous les pays. Alors merci de ces interventions. Dans quelques instants, il va y avoir la signature d'une convention et puis on va aller déjeuner. Il doit me rester, si j'ai bien respecté le timing depuis le début, 2 minutes. Je voudrais juste avoir votre sentiment sur quelque chose qui apparaît un peu parfois du domaine du fantasme, mais on parlait tout à l'heure des Jeux Olympiques, qui est porté dans notre région par Alex Kayser, qui est recordman de vitesse à la voile, par François Gabard, qui est certes Rochelet, mais qui aime bien notre région. C'est la propulsion à la voile des yachts et puis des grands bateaux, puisqu'il travaille même avec CMA-CGM sur le sujet. Est-ce que le vent, la propulsion par le vent, est-ce que c'est quelque chose de tout à fait fantasmagorique ou ce sont des choses qui peuvent aujourd'hui déboucher sur quelque chose d'intéressant pour le secteur du yachtisme, même si évidemment c'est pas forcément toujours en adéquation avec les sujets sur lesquels vous planchez. Mais vraiment une phrase de chacun là-dessus. La filière vélique en France prend de l'importance et on y est acteur. On fournit un certain nombre de composants pour piloter les voiles. C'est très technique.
mais on voit beaucoup de sociétés, soit des startups, soit des groupes qui s'y mettent. Des gens comme Michelin, etc. ont créé leur filiale, et donc la filière vélique est très active. Pour l'instant, dans le yachting, ça reste du domaine de l'exception. À voir du côté des grands constructeurs allemands, hollandais ou italiens, qu'est-ce qu'ils prévoient là-dessus. En tout cas, nous, dans le projet qu'on fait avec Alva Yacht, eh bien, on a concilié l'ensemble des énergies, et donc sur ce bateau, il y a des voiles, en fait des grandes voiles, rigides bien sûr, qui vont permettre d'optimiser l'énergie. Super. Est-ce que d'autres intervenants veulent intervenir sur ce sujet? Mais sinon, je vais vous libérer et puis vous remercier de votre contribution donc, à nos travaux ce matin.